Bienvenue dans cette rétro de Noël consacrée à notre patrimoine local. Une richesse qui n'est plus à démontrer mais à admirer. Mise en lumière de notre histoire récente, comme l'épopée Jean Rondeau, que des passionnés nous font revivre. Ce qu'il a insufflé, c'est la motivation. Nous, on avait la passion d'automobile, mais Jean Rondeau a su fédérer autour de lui des personnes dont on faisait bien sûr tous partie. Cette année, nous avons aussi mis à l'honneur les savoir-faire locaux. Ils vont créer le premier salon antiquaire en France, le week-end du 1er mai à la Charte-sur-le-Loir en 1978, pour monter 1200 à 2000 m² de chapiteaux. Et puis, elles nous contemplent depuis des siècles. Nos vieilles bâtisses et nos églises sont inlassablement restaurées et protégées. Il s'agit d'identifier les œuvres qui présentent le plus grand intérêt. Elles sont classées par ordre de priorité. Alors, profitons ensemble d'un moment de découverte des trésors de la Sarthe dans cette rétro consacrée au patrimoine. Au cœur de l'abbaye de l'Épau, une légende renaît. Jean Rondeau, unique pilote constructeur victorieux des 24 heures du Mans, est célébré à travers une bande dessinée dédiée à son exploit et la restauration de sa M382. Ce qu'il a insufflé, c'est la motivation. Nous, on avait la passion d'automobile, mais Jean Rondeau a su fédérer autour de lui des personnes dont on faisait bien sûr tous partie pour se dire rien n'est jamais impossible, puisque effectivement on démarre avec Jean Rondeau en 1976, c'est nos premières courses, premières 24 heures du Mans en 1976, et on a réussi le pari de gagner les 24 heures du Mans en 1980. Super époque, hein. Avoir gagné le Mans en tant que constructeur et pilote, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Pour nous, Sartois, c'était formidable, quoi. 45 ans après sa dernière course, la voiture restaurée par des anciens de l'équipe d'origine est prête à reprendre la piste lors du prochain Le Mans Classique. C'est pas un aboutissement, c'est une étape. Nous avions décidé de restaurer cette voiture pour Le Mans Classique, mais nous comptons aussi prolonger le plaisir et faire revivre cette voiture dans d'autres événements. On n'a pas encore décidé lesquels. On est très occupé avec Le Mans Classique et la restauration de la voiture. Mais dès la fin de cette épreuve, on planchera sur l'avenir de cette voiture. Une aventure humaine et mécanique qui renaît aussi dans une bande dessinée qui retrace le parcours de Jean Rondeau. Un hommage en images signé Christian Papazoglakis. Une édition spéciale de cette bande dessinée est disponible à la librairie Bulle. Une façon de rendre hommage à l'un des plus grands héros du Mans. C'est l'un des rares à pouvoir encore voler. Une expérience unique proposée à l'Aéroclub du Mans. Quand on le voit, difficile de ne pas se plonger dans l'histoire de l'aéronautique. Celui du Stamp, dont l'origine remonte à l'entre-deux-guerres. Cet avion est un ULM, donc il est classé dans les ULM, puisqu'il est dans sa catégorie de poids qui le permet. Donc c'est une réplique d'un appareil des années 30, le Stamp, qui était un avion conçu par des ingénieurs belges, Stamp et Vertonghen, et il a servi dans de nombreuses nations pour la formation des pilotes. Des pilotes, une dizaine sont habilités à le manœuvrer dans le club Manceau. Depuis 2007, une société belge s'est décidée à construire des répliques. Seule une cinquantaine de Stamps sont en mesure de voler en France. Cet ULM, il est bien diffusé en Europe parce qu'il a été vraiment apprécié pour la fidélité de la version. Et c'est pas très courant de nos jours de pouvoir encore voler sur des avions de ce type-là, où on est à l'air, où on a un rapport à l'élément qui est complètement différent d'un avion classique. Pour Gérard, la prise des commandes de cet engin est unique en son genre. Une sensation très particulière là où de contact des éléments. C'est un pan du patrimoine local qui se retrouve sur ces pages. Cet ouvrage date du XIIIe siècle, soit plus de 800 ans, et a été acquis fin 2023 par le conseil départemental de la Sarthe. Il y a un lien direct avec notre département et l'abbaye, puisque Bérengère de Navarre est citée dans ce code. C'est aussi la rareté de cette pièce. Ça nous a permis de le numériser, c'est-à-dire de l'ouvrir en fait à un public très large. Bientôt disponible numériquement sur le site des archives départementales, ce livre contient en partie les textes qui régissent tous les domaines de la vie des monastères de l'ordre de Cîteaux, dont fait partie l'abbaye de l'Épau.
En ce beau week-end de printemps, plusieurs associations de reconstitution historique ont installé leur campement dans les jardins du manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre. La période qu'on représente, c'est la période du roi Arthur. Souvent les gens imaginent le roi Arthur avec des armures de plaques, avec des grandes épées, la vision romanesque chevaleresque. Ça, c'est plutôt une vision ancienne suite à Chrétien de Troyes en fait, qui a repris des légendes arthuriennes. Le thème principal des animations, les méthodes de combat et les accessoires qui vont avec. Durant le Haut Moyen-Âge et longtemps après, les combattants ne sont munis que de boucliers et de lances. Le casque est réservé aux plus riches. Le barrage de l'Épau fait peau neuve. L'ouvrage vieux de près de 100 ans nécessite de nombreux travaux de restauration. L'une des pièces maîtresses, le clapet, entièrement automatisé. Le système s'abaisse à chaque montée des eaux et laisse circuler les sédiments. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on puisse effectivement ralentir le cycle de l'eau et faire en sorte aujourd'hui que l'eau, plutôt que de rejoindre très rapidement et trop vite nos cours d'eau, puisse s'infiltrer et gagner effectivement nos milieux naturels et nos milieux humides pour faire en sorte que là aussi, on puisse retrouver un biotope. Voilà 100 ans que la famille Labbé pose ses valises à la Chartre-sur-le-Loir. 100 ans de travail passionné au service de l'histoire des objets. Et c'est par cette cloche qu'Armel Labbé souhaitait rendre hommage au lien qui unit sa famille à la matière. Pour symboliser ces 100 années, les grands-parents qui arrivent en 1925 avec un vélo pour récupérer la matière. Donc ils arrivent de Bretagne sans un sou et ils sillonnent les campagnes sartoises jusqu'à 30-40 km par jour pour amener le fer, le cuivre, mais aussi la matière étonnante comme la ficelle, comme la plume. Ses parents, Claude et Annie Labbé, reprennent l'affaire en 1960. Et puis à l'époque, on faisait des salons d'antiquaires. Donc ils ont sillonné la France, essentiellement l'ouest de la France, de Nantes jusqu'à Brest, et de Brest, on va dire, jusqu'à Cherbourg. Ils vont créer le premier salon d'antiquaires en France, le week-end du 1er mai à la Chartre-sur-le-Loir en 1978, pour monter 1200 à 2000 m² de chapiteaux. Les premiers jalons de ce qui deviendra le village des antiquaires dans l'ouest. Aujourd'hui, Armel continue d'honorer cette tradition familiale et vend des objets aux 4 coins de la planète. Toujours un pied bien ancré dans le village de la Chartre-sur-le-Loir, où la saga Labbé a commencé. Le geste est précis. Des premières esquisses jusqu'aux finitions, Cyril Chantoiseau donne vie à des couteaux-outils, avec toujours un certain degré d'exigence technique et esthétique. Là, je regarde si le fil est bien centré, et bien et droit aussi, et rectiligne. Ce qui n'est pas rectiligne, c'est le parcours de cet artisan. Au départ dessinateur industriel, c'est pendant la période du Covid qu'il tranche pour se lancer dans la confection de couteaux. J'ai eu le temps de réfléchir beaucoup, voilà, au milieu de la forêt, et j'ai été inspiré. Le couteau, ça m'a toujours passionné en fait. Toujours eu un couteau sur moi, ça, voilà, c'est quelque chose qui me plaît depuis toujours. Et voilà, créer mon couteau, c'était un peu la consécration, quoi. Son modèle phare, le voici, le Carnut. Un couteau doté d'une ouverture en éventail et d'une fonction de sécateur. Un outil que cette fine lame décline en série, toujours avec le même design. Le château des Perrets à Parigné-le-Paulin, autrement appelé le Petit Versailles, contemple son parc de 25 hectares de toute sa majesté. Depuis 2017, Jean-Luc Suire s'est donné pour mission de rénover cette propriété. D'abord une première étape qui a été celle de l'installation, de la rénovation du corps central pour pouvoir y vivre à titre personnel, et dans un deuxième temps s'est imposé la nécessité de le faire vivre, trouver le modèle économique comme tous les propriétaires de grandes maisons qui très vite se trouvent confrontés à une réalité qui est de plus en plus criante. Cette aile derrière nous était une aile qui était historiquement le premier château qui date du XVIIe siècle. Ce premier château a été morcelé en plusieurs époques, en plusieurs étapes. Et l'objectif de ce nouveau lieu est de créer un espace de réception qui comporte 520 m² de surface en 3 pièces. Niché dans un cadre bucolique perché sur ses pilotis classés monuments historiques,
La cantine de Marsan, pensée dans les années 50, porte la signature de 2 grands architectes français, grâce au maire de l'époque. Armand de Malherbe était publicitaire à Paris, donc il connaissait le ministre du Logement de l'époque et qui lui connaissait Le Corbusier. Donc une relation en entraînant une autre, c'est comme ça que le cabinet Le Corbusier est arrivé à Marsan et que André Wozinski a été l'architecte. Alors cette désignation par le loto du patrimoine pour préserver cet établissement est lourde de sens. Ça nous permet de pouvoir voir l'avenir de ce bâtiment avec plus de sérénité. La commune travaille avec un architecte spécialisé pour estimer le coût de l'ensemble des travaux et il y en a notamment à l'extérieur. Les gros fers à béton là, entre le gel, la chaleur et tout, ça finit par exploser le béton qui est autour et ça va être à rénover complètement, quoi. À l'intérieur, tout est encore d'origine. D'ailleurs, depuis cet été, le mobilier est aussi classé. Une cantine qui n'en porte plus que le nom depuis 2014 en raison des normes d'hygiène. Mais un autre projet existe. On a l'intention donc de mettre en route un centre culturel. On travaillera le dessin pour les enfants et la création d'objets. Un lieu qui pourrait s'offrir une cure de jouvence tout en respectant l'histoire. Les portes de la cantine de Marsan seront ouvertes pour les Journées du patrimoine les 20 et 21 septembre prochains. Dans ce village de 250 habitants se trouve une statue mystérieuse. Nous entrons dans l'église Notre-Dame de Paul-Christophe de Jambet. C'est ici qu'est exposée la statue qui concourt pour le plus grand musée de France. Et pour la voir, direction le clocher où elle est entreposée. Usée par le temps, elle nécessite une restauration. On a sa tête qui est là, on a son buste qui quand même si elle est abîmée, même si elle est sale, elle est entière en dehors de ses avant-bras et de ses attributs. Cette statue date donc du XVe siècle, donc fin du Moyen-Âge. Donc cette restauration permettrait aussi d'en savoir un peu plus sur les méthodes, en tout cas de fabrication et de conception de telles œuvres à l'époque. Une signature gravée sur une ardoise qui prendra place sur l'église Notre-Dame-du-Pré. La toiture dégradée provoque des infiltrations et une altération progressive de la charpente. Des travaux de restauration sont alors lancés, estimés à 2 150 000 €. La Fondation du patrimoine lance un appel à la générosité avec la participation de la ville du Mans. Le total, c'est 200 000 €. Après, il y a une participation du département à 100 000 €, de la région aussi plafonnée à 100 000 €. Donc on verra combien on pourra récolter. Tout le reste, sur les 2 millions d'euros, ça sera à la charge de la ville. Église Notre-Dame des Marais, un exercice de départ de feu commence au-dessus de la salle du Trésor. Les sapeurs-pompiers sortent la lance, mais avec une consigne stricte, limiter l'eau pour ne pas aggraver les dégâts. Il faut aussi tenir compte du poids que va créer cette eau sur la structure et qui peut créer une autre dégradation par la suite. Donc c'est vraiment utiliser au strict nécessaire l'eau pour l'extinction et dans le même temps envisager toutes les conséquences que ça peut avoir sur la structure. Une fois les flammes maîtrisées, une autre mission commence. Le plan de sauvegarde du patrimoine se met en place et l'USAR entre en scène. Une unité spécialisée dans l'extraction et l'évacuation des œuvres menacées. Il s'agit d'identifier les œuvres qui présentent le plus grand intérêt. Elles sont classées par ordre de priorité. Et une fois qu'elles sont identifiées, ces œuvres, il s'agit ou de les protéger sur place lorsqu'elles ne peuvent pas être évacuées, ou bien alors, si c'est possible, de les évacuer. Toutes ces œuvres à protéger ont été listées au préalable dans un document édité par les services de la ville. La chorégraphie est millimétrée pour réduire au maximum les pertes. Le feu de Notre-Dame de Paris a fait en sorte de structurer les documents. Donc pour le département de la Sarthe, on a travaillé sur la cathédrale Saint-Julien, sur l'abbaye royale de l'Épau. Et on est désormais ici à l'église Notre-Dame des Marais. Il y a d'autres plans de sauvegarde sur des bâtiments emblématiques du patrimoine sartois qui vont faire l'objet dans les prochains mois de plans de sauvegarde. Si l'incendie était imaginaire, la protection, elle, est bien réelle. 55 pompiers et une trentaine de véhicules ont été engagés sur l'exercice.